Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Mélanie Poupon, en charge de la communication chez Performance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre des 24 heures du recrutement organisées par Palon RH. Donc j'espère que vous allez bien, malgré cette chaleur extrême que nous avons en ce moment et que vous avez réussi à trouver un petit peu de frais pour suivre ce webinaire dans de bonnes conditions. Donc pour ce webinaire, on va parler recrutement et plus particulièrement recrutement sur des métiers en tension. Et donc on va voir à travers le recrutement le retour d'expérience d'Orano, comment continuer à recruter juste sans céder à l'urgence et comment la prise en compte des soft skills peut devenir un véritable levier stratégique. Donc pour cela, je suis accompagnée aujourd'hui d'Aurélie Marfort. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement et marque employeur chez Orano. Et nous sommes accompagnés également de Rosine Charmy, qui est compte manager chez Performance, qui accompagne nos clients et donc notamment Orano sur la mise en place des outils d'assessment. Bonjour à tous. Alors, petite info pratique, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos messages via le chat qui se situe donc à droite de votre écran. Vous avez l'onglet chat et puis tout en bas à droite, vous avez un petit onglet questions. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions ici et on y répondra soit au cours du webinaire, soit en fin de session. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou dans le chat pour que on voit que vous avez bien identifié où il était. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement Performance pour ceux qui ne nous connaissent pas. Performance, nous sommes spécialistes de l'évaluation des soft skills, donc les savoir-être, les compétences comportementales en milieu professionnel. Et depuis 38 ans maintenant, nous concevons des outils psychométriques qui vont permettre aux professionnels RH de mieux comprendre, mieux connaître leurs collaborateurs et leurs candidats aussi, pour prendre les bonnes décisions fiables et objectives, que ce soit en recrutement, en gestion de carrière ou en développement des compétences. Et donc, nous avons également une activité de conseil et prestation de services sur tout ce qui touche à l'évaluation et au développement des soft skills. Voilà, et tout ça en France et à l'international. Aurélie, je vais vous laisser présenter Orano et peut-être avec un focus sur la partie RH. Oui, merci Mélanie. Donc, Orano, c'est un grand acteur industriel français qui est engagé dans l'énergie bas carbone. Notre cœur de métier, c'est la transformation de la matière. Donc, en fait, on maîtrise tout le cycle du combustible nucléaire, de l'extraction d'uranium jusqu'au recyclage du combustible nucléaire usé. Et on agit aussi en complément dans le secteur de la santé, puisqu'on a développé depuis quelques années maintenant des solutions de médecine nucléaire et dans les technologies du futur à travers des projets autour du recyclage des batteries, qui sont, comme vous le savez, essentielles pour la mobilité électrique. On est 18 500 collaborateurs monde, 15 500 France. Pour autant, l'essentiel de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Et donc, concernant notre plan de recrutement, on a deux caractéristiques essentielles. La première, c'est qu'il est volumique par rapport à notre effectif en France et il s'inscrit dans la durée. En effet, donc Orano fait partie de la filière nucléaire. La filière nucléaire française, c'est 100 000 recrutements sur 10 ans, donc d'ici à 2035 à peu près. Et pour Orano, ça se traduit par 13 000 recrutements qui sont prévus sur la même période. Donc, petit calcul simple, ça fait en moyenne 1300 par an. Dans les faits, on est plutôt aujourd'hui et sur les dernières années entre 1500 et 1700 recrutements CDI par an. En fait, le contexte dans lequel s'inscrivent ces recrutements, c'est soutenir la croissance industrielle qui est tirée par des projets de renouvellement du parc nucléaire français, compenser les départs naturels aussi. Et puis, on a également un projet de renouvellement de nos installations qui s'appelle le projet Aval du futur, qui joue un rôle central dans ces prévisions, parce qu'on va reconstruire de nouvelles usines. Voilà, donc concrètement, on recrute des techniciens, des opérateurs, des ingénieurs, des experts de tout niveau de qualification, du niveau Bac Pro, Bac plus 7. Et dernière caractéristique aussi de ce plan de recrutement, c'est qu'un recrutement sur deux porte sur un métier critique, identifié comme critique pour le groupe, c'est-à-dire pénurique bien souvent.
Merci Aurélie. Je vais enlever la présentation pour qu'on se voit mieux. Voilà, super. Donc, vous nous avez parlé effectivement de recrutement volumique, hein, 1500, 1700 recrutements par an, métier très technique et donc en tension. Qu'est-ce que ça implique pour vous et vos équipes? Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui? Alors, vous l'avez dit, il y a évidemment un enjeu de volume qui est très important, ce d'autant plus on est souvent basé dans des territoires qui sont en quasi plein emploi. Je pense notamment au Nord Cotentin, où il y a un taux de chômage qui est très bas, de nombreux acteurs industriels. Donc, il y a une notion de volume, évidemment, qui entre en jeu. Et puis, il y a aussi une notion qualitative. Donc, il y a la spécificité des métiers, mais pas que. Chez Orano, on a un taux de turnover qui est très bas, qui est inférieur à 5%. Et donc, on sait que quand on recrute quelqu'un, on ne peut pas être uniquement sur une question d'adéquation homme-poste. Il faut voir après. Et donc, dans le contexte de recrutement volumique dans lequel on est, vous doutez bien qu'on a une pression opérationnelle, on a des besoins qui sont immédiats pour nos managers et qui ont tendance à être plutôt dans une posture d'adéquation homme-poste. Et le risque, en fait, c'est de recruter par défaut, qui plus est quand on n'a pas forcément les compétences dont on a besoin dans les bassins dans lesquels on est implanté. Donc, moi, l'un de mes enjeux à l'instant T, c'est aussi de garder une exigence malgré le contexte de volume, de pénurie de compétences, et voilà, et voir un peu le coup d'après, et c'est ce sur quoi on travaille avec mes équipes. Est-ce que ça veut dire qu'au quotidien, vous devez, vous et vos équipes, arbitrer entre recruter juste et aller vite? Et si oui, comment vous faites en fait? Oui, en effet, c'est vraiment une réalité quotidienne. On a des managers qui ont des besoins qui sont souvent urgents et parfois sur plusieurs postes en parallèle. Et dans certains cas, on a peu de candidatures. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on a reçu en 2025 un très grand nombre de candidatures. On a reçu 285 000 candidatures, ce qui est énorme. Ça fait un CV toutes les 2 minutes à peu près. Et pour autant, on n'a pas. Il y a certains métiers, certaines régions dans lesquelles on est pour autant en pénurie de candidatures. Et donc, c'est dans ces cas-là que la pression est encore plus forte. Donc, la tentation, forcément, c'est d'aller vers la solution la plus rapide et de choisir un peu par défaut, comme je le disais. Et là, le rôle de mes équipes, qui sont donc les recruteurs d'Orano, c'est d'amener de la prise de recul, de challenger les managers et surtout de ne pas transiger sur les exigences, notamment en termes de soft skills, on y reviendra, qu'on a définies au sein du groupe. Donc, vraiment, le principe clé, c'est un recrutement, c'est un engagement long terme, et donc une erreur coûte plus cher que de réitérer la démarche enfin, d'avoir en tout cas un délai de recrutement plus long. Et justement, alors quand vous n'avez pas de candidat idéal pour un poste, que ce soit en termes de compétences, d'expertise, d'expérience, sur quoi vous appuyez? Qu'est-ce qui va vous aider à choisir et à prendre vos décisions? En fait, ça fait quelques années qu'on a développé on va dire des process de recrutement de profils en reconversion professionnelle, notamment dans le cadre de préparation opérationnelle à l'emploi ou de certificats de qualification professionnelle. Donc, en fait, on recrute les gens en contrat pro. Et puis, le deal, c'est on les forme. À la fin, ils obtiennent un certificat de qualification professionnelle et on les recrute. Et en fait, quand on est dans cette démarche de recrutement, eh bien, ce qu'on va chercher à évaluer, ce n'est pas la technique. C'est les soft skills, c'est la capacité d'apprentissage, c'est la curiosité intellectuelle, c'est l'ouverture, c'est la posture. Et vraiment, le fait de s'ouvrir à des dispositifs de recrutement un peu plus larges, d'aller chercher des profils qu'on n'aurait peut-être pas considérés autrement, et ben ça vraiment, ça nous oblige en fait à augmenter notre niveau d'exigence sur la partie soft skills. Finalement, on est presque comme dans une logique de compensation, c'est-à-dire que si la technique est plus faible, eh bien, il faut qu'on s'assure que la personne dispose des soft skills qui vont lui permettre eh bien, d'apprendre, de progresser, de se développer.
Voilà, donc vraiment, dans un contexte contraint comme le nôtre, c'est vraiment la qualité des soft skills qui va nous permettre de faire preuve de plus d'ouverture et du coup de recruter malgré parfois la pénurie de compétences techniques à laquelle on peut faire face. Donc, ce que vous dites, effectivement, et c'est ce qu'on remarque aussi chez beaucoup de nos clients, c'est finalement, on recrute de plus en plus sur le potentiel, finalement. Rosine, du coup, pourquoi ça rend l'évaluation des soft skills justement indispensable, j'ai envie de dire? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe difficilement à côté en entretien ou alors avec un test comme performance à côté de l'évaluation des soft skills. On va partir du postulat que le CV, il va montrer les hard skills, il va montrer le passé, mais il va très peu parler finalement du potentiel. Ce que les soft skills permettent d'évaluer, donc c'est cette capacité que disait Aurélie, donc d'apprendre. Donc on parle de potentiel d'apprentissage. On va parler aussi d'adaptabilité et de comportement en situation, de posture. Et on est vraiment aujourd'hui dans cette recherche, dans un contexte qui va être pénurique, où on va se dire, je vais vraiment recruter moins sur ce que la personne sait faire et plus ce qu'elle va pouvoir devenir. Et donc, on a tout un enjeu qui va être d'objectiver en fait les dimensions soft skills, la posture, la capacité d'apprentissage. Quand on parle de capacité d'apprentissage, on parle déjà d'un premier jalon qui va être l'envie d'apprendre. Est-ce que l'envie est là? Et aussi, dans les soft skills, on peut inclure aussi du cognitif. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un potentiel cognitif, c'est-à-dire de la mémorisation, de la logique, des capacités attentionnelles qui vont me permettre en fait d'être un bon apprenant. Et donc, nous, l'enjeu, c'est d'aller objectiver les dimensions là, de manière réelle, parce qu'on ne peut pas mentir sur du cognitif, afin que les décisions, finalement, elles ne viennent pas que intuitives. Merci Rosine. Alors Aurélie, concrètement, au quotidien, comment justement vous intégrez l'évaluation des soft skills dans votre process de recrutement? Eh bien, en fait, la partie évaluation des soft skills, elle est vraiment portée par les recruteurs qui réalisent la première étape de sélection. Donc, en fait, la première étape des sélections chez Orano s'effectue sur les soft skills et sur le potentiel. Et pour cela, on utilise le questionnaire performance ECO2 depuis plusieurs années maintenant. Tous nos recruteurs sont certifiés à l'utilisation de ces questionnaires et qu'on couple aussi à des techniques d'entretien structurées. Ça permet vraiment d'orienter les questions d'entretien, d'affiner le diagnostic. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une utilisation systématique. Les recruteurs ont parfaitement intégré l'outil dans leur manière de travailler. Et d'ailleurs, certains d'entre eux aujourd'hui expriment clairement le fait qu'ils auraient le sentiment de faire de l'approximation s'ils n'avaient pas cet outil en main, cet outil étant le questionnaire ECO2. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre d'affiner le diagnostic et d'éviter de passer à côté d'éléments importants. Pour nous, c'est vraiment un standard de qualité pour nos équipes recrutement. Merci. Rosine, qu'est-ce que ça change concrètement pour un recruteur justement d'avoir des outils, des tests psychométriques pour évaluer les soft skills? Alors déjà, je vais souligner qu'Orano en fait un très bon usage dans le sens où effectivement il y a une restitution qui est donnée de manière systématique avec un feedback et il y a toujours un échange qui est fait entre l'évalué et l'évaluateur. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on ne peut pas juste prendre une décision en lisant un rapport soft skills et en disant « Ah ben non, ça ne me convient pas, donc j'arrête le recrutement à cet endroit-là ». Donc, il y a toujours cet échange et un bon échange, il commence toujours par est-ce que vous avez pris en main votre rapport? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous êtes d'accord avec? Et si oui, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir? Ça évite aussi, par la même occasion, d'avoir toutes les limites qu'un recruteur a et qui sont connues, c'est-à-dire de la subjectivité et des biais. On a pratiquement 400 biais qui sont référencés, donc on en a. Et là, le fait d'avoir plusieurs outils, que ce soit un CV devant soi, mais aussi un rapport de soft skills, forcément, on va faire du croisement de données et puis on va devoir revenir un petit peu sur ces biais-là. Ça apporte de l'objectivité.
de la fiabilité parce que les outils sont prédictifs. Et en tout cas, lorsqu'il y a un échange, au moins on peut donner des exemples et se mettre d'accord sur ce qu'on y lit et sur quoi on se retrouve, sur quoi on ne se retrouve pas. Et on permet aussi de comparer en fait aussi des candidats entre eux sur des soft skills, donc pas que sur le CV. Donc, ça va permettre d'objectiver finalement des prises de décision et de mieux structurer la suite des entretiens plutôt que ça soit juste au feeling ou quelques questions comme ça, soft skills à la volée. Donc là, on s'appuie sur quelque chose qui est vivant, donc un rapport vivant avec des modes d'action, des modes de fonctionnement, des scores, par exemple, sur des motivations. Et ça va être complémentaire, en fait. Donc, ça va être un outil qui est là, de l'entretien, et puis c'est ce qui va permettre finalement la qualité globale du diagnostic et de prendre une bonne décision. Merci Rosine. Alors, quand on a préparé le webinaire, Aurélie, vous me parliez de l'expérience candidat, de l'importance de l'expérience candidat chez Orano. Comment vous faites justement pour concilier votre approche exigeante du recrutement avec la volonté d'avoir une expérience candidat qui reste fluide? Oui, effectivement, le processus de recrutement chez Orano, il est assez exigeant. En fait, on demande au candidat de constituer tout un dossier administratif qui est lié aux contraintes du secteur. Bien souvent, on soumet également un test d'anglais qui dure à peu près 45 minutes, auquel on ajoute l'évaluation des soft skills pour à peu près 15 minutes. Donc, ça peut... il y a un vrai enjeu à ne pas alourdir le parcours candidat, mais dans les faits, on a beaucoup de candidats quand même qui ressortent du processus de recrutement, d'ailleurs qu'ils soient retenus ou pas, et qui nous remercient en fait pour le débrief, comme le disait Rosine, qui leur est proposé sur le test ECO 2. Et d'ailleurs, ils repartent avec le rapport. C'est un vrai outil de développement aussi pour eux et de connaissance de soi dans le cadre de leur démarche d'emploi. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Après, dans les faits, on a quand même certaines équipes qui adaptent un peu les pratiques pour aller plus vite sur certains profils, sur certains métiers. On peut avoir des entretiens plus courts, parfois des débriefs un peu plus courts qui sont proposés. Mais voilà, moi, mon rôle, c'est aussi de m'assurer qu'on maintienne un niveau d'exigence, qu'on propose une expérience candidat uniforme et voilà, et de travailler vraiment à l'harmonisation des pratiques sans dégrader la qualité du diagnostic. Donc, c'est toujours une équation un peu compliquée. Aujourd'hui, je dois dire que le marché est plutôt à notre faveur. Donc, le sujet de la rapidité du processus, il est peut-être un peu moins prégnant, ce qui nous amène encore davantage à nous poser la question de la qualité du diagnostic. Voilà. Dans tous les cas, l'un des enjeux, c'est garantir une expérience candidat positive, homogène et si possible, même qualitative, dans le sens où le candidat ressort du process avec une meilleure connaissance de soi. Oui, tout à fait. Effectivement, on peut, l'évaluation des soft skills peut justement améliorer aussi l'expérience candidat. Rosine, comment on fait justement pour que cette évaluation elle soit vécue comme positivement et comme un bénéfice pour le candidat lui-même? C'est déjà en donnant du sens avec un but poursuivi. Pourquoi on va faire une évaluation des soft skills? Donc, on va lui dire ce que ça peut potentiellement lui apporter. Donc, comme le disait Aurélie, avec un entretien qui est bien fait, même pour quelqu'un qui n'est pas recruté, lors de cet échange, il y a des prises de conscience qui se font. Et qui permettent, par exemple, à cette personne d'aller travailler des petits points qu'on aurait mis à jour. Et ça permet aussi à cette personne, peut-être, même sur son CV, de réécrire ce qu'elle a comme soft skills et qu'aurait défini le rapport lui-même, mais aussi l'échange avec un recruteur. Donc, quand on donne du sens à l'évaluation, donc on explique pourquoi. Donc là, à partir de là, normalement, c'est très bien accepté. Un test chez Performance, c'est une quinzaine de minutes, dont l'expérience, elle n'est pas trop lourde, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt même très fluide. Et ça permet aussi de dire à ce candidat quelque chose de simple, c'est on ne se limite pas à votre CV. On va vraiment chercher à aller comprendre votre potentiel. Et donc, de là, on ouvre le champ des possibles, finalement, puisqu'on ne va pas se cantonner à un CV.
Et on va aussi chercher dans un deuxième point, finalement, à transformer l'évaluation en une expérience. Voilà. Ça peut être vraiment intéressant pour un candidat, utile pour lui. C'est ce que disait Aurélie suite à l'échange avec le recruteur. Et donc, de revenir sur le fait de mieux se connaître et de mieux objectiver même ses prochaines recherches d'emploi si on n'est pas recruté. Et puis même pour le recruteur, quand il y a des points d'alerte sur des points d'amélioration, ça peut aider à l'onboarding et ça peut aider à aller chercher des points de développement et mettre en place certaines choses pendant l'onboarding. Voilà. Parce qu'il n'y a pas finalement de candidat parfait, il n'y aura pas vraiment de candidat qui va cocher absolument toutes les cases sur les soft skills. Donc l'idée, c'est de partir de ce postulat-là et de voir ce qui est possible de développer. Et on pourrait dire aussi, pour terminer, ça serait d'adapter de manière intelligente, parce que tous les parcours, ils ne vont pas être identiques. Donc, on va pouvoir adapter aussi les profils selon l'enjeu du poste. Donc, quand on va lire un rapport soft skills, on ne va pas lire pour certains profils comment cette personne prend des décisions, parce que ça n'a peut-être pas de sens pour ce poste-là. Donc, ça permet d'aller vraiment chercher, creuser les soft skills dont on a besoin vraiment pour un poste. Donc, on essaie de rester cohérent et de ne pas avoir une certaine rigidité en fait dans l'évaluation. Voilà. Donc, ça ne va pas être finalement l'évaluation qui va dégrader l'expérience candidat, je dirais même qu'au contraire, ça va être, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de passer une évaluation soft skills, c'est parce que je pense qu'elle a été mal expliquée en amont ou mal intégrée. Voilà. Ce qui n'est pas le cas chez Orano. Ce qui n'est pas le cas chez Orano. Non, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on n'a jamais été confronté, je crois, à des personnes qui refusent de passer cette évaluation. Parce que justement, on prend soin d'expliquer la démarche. Ouais. Il y a une question qui était arrivée dans le chat de Clara qui demande quels sont les résultats attendus une fois le test soft skills passé par le candidat. Sur quels critères vous allez vous baser pour poursuivre ou non le processus? Peut-être qu'il y a aussi des éléments qui sont clés justement par rapport au rapport ECO 2 que vous allez regarder plus particulièrement, certaines soft skills plutôt que d'autres. Alors, comme le disait Rosine, on ne va pas regarder toujours les mêmes soft skills en fonction des postes. Vraiment, tout dépend de l'exigence du poste. Donc, on s'attache à analyser les résultats de l'évaluation au regard des exigences du poste. Une fois qu'on a dit ça, quand on est sur des populations, par exemple, ingénieurs et cadres, il y a quand même un socle de compétences un peu universel qu'on va attendre de cette population. Et par exemple, l'un des sujets très importants chez nous, c'est la coopération. Donc, systématiquement, on va avoir tendance à regarder cette compétence dans les rapports. En tout état de cause, les résultats de l'évaluation ne se suffisent jamais à eux-mêmes. C'est toujours une base à l'échange avec la personne. Je vous donne un exemple. Si par exemple, on a une compétence d'autonomie très forte qui ressort sur un profil donné, je ne vais pas me contenter du résultat. En entretien, je vais questionner la personne sur des exemples concrets de réalisation dans lesquels elle estime avoir fait preuve d'autonomie, par exemple. Voilà. Donc, c'est toujours une base à l'échange et les résultats ne se suffisent pas à eux-mêmes, ils sont à confronter à l'entretien. Je sais pas j'espère que ça répond à la question. C'est vraiment cette logique de dire que ce n'est pas une interrogation écrite, c'est une base sur laquelle je m'appuie pour aller chercher en entretien à vérifier les compétences de la personne au regard de ce qui est exigé par le poste ou par le rôle que la personne va avoir dans l'organisation. Merci Aurélie. Alors, effectivement, Rosine l'a dit tout à l'heure, vous avez des pratiques très qualitatives chez Orano, mais si on se projette un peu dans le futur, on va dire à court et moyen terme, est-ce que vous avez quelles sont les prochaines étapes pour faire évoluer ou enrichir vos pratiques? En fait, donc, Orano, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai présenté l'entreprise, c'est que c'est une entreprise qui est assez jeune. La marque a été créée en 2018. Mais auparavant, on s'appelait Areva, on faisait partie d'un grand groupe qui a disparu aujourd'hui ou presque. Et vraiment, en gros, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait à peine 5-6 ans,
on a eu des besoins en recrutement qui ont été exponentiels. Et on avait un point de départ où on recrutait quasiment plus. On sortait d'un point de départ volontaire. Donc, sur les 5 dernières années, vraiment, l'enjeu, ça a été de réarmer l'organisation. Réarmer l'organisation, ça veut dire mettre en place une organisation en centre de services partagé pour le recrutement, redéfinir nos outils, nos processus, regréer les équipes recrutement et les former, revoir nos outils de manière générale. Et là, aujourd'hui, on en est à un stade où on a structuré, on a processé, et le sujet d'après, le sujet des mois qui viennent, ça va être de dire comment on va encore plus loin sur l'évaluation des soft skills, comment on affine encore plus nos diagnostics, et notamment on a pour projet d'intégrer dans le questionnaire Performance Eco 2 l'évaluation des compétences du leadership model Orano qui a été défini l'année dernière, parce qu'en fait, Performance permet en fait de développer comme ça des outils sur mesure. Donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce nouvel outil sur mesure, à minima sur les postes de manager, futur manager, ingénieur et cadre, et pourquoi pas finalement même d'élargir à terme sur l'ensemble de la population, puisque à des degrés différents, les compétences du leadership model, on peut les retrouver quand même sur pas mal de postes chez Orano. Oui. Aussi bien en recrutement, du coup, que là, pour de la mobilité ou de la gestion de carrière, je pense, un outil sur votre leadership model. Oui. Ça, Rosine, c'est quelque chose qui est au-delà d'Orano, qui est beaucoup demandé par les clients de pouvoir intégrer justement des spécificités de leadership model ou autres dans l'évaluation. Oui, tout à fait, de deux manières différentes. On se rend compte qu'on a des organisations telles qu'Orano qui ont déjà très, très bien travaillé, et vraiment c'est le cas d'Orano, c'est très, très précis, le leadership model. Et de là, on se pose autour d'une table et on se met avec une équipe recherche et développement et on lit les soft skills qui sont dans le modèle et on essaye de se mettre d'accord sur ce que ça sous-tend exactement comme compétences. Et ensuite, donc, on va rendre vivant finalement ce référentiel en faisant le test associé à ce référentiel et qui vient évaluer donc les soft skills. Et là, parce que ce qui se passe dans les organisations aujourd'hui, c'est que ces référentiels existent, mais elles sont sur du déclaratif. C'est-à-dire que la personne va se noter sur 1 à 10 sur une compétence. Et puis, le manager va reprendre la main, il va faire la même chose, il va le noter sur 1 à 10. Là, vraiment, on rend vivant le modèle. Donc, quand c'est bien abouti comme Orano, on n'a plus qu'à se poser autour de la table, comme je disais, et de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par cette compétence-là et rendre vivant le modèle. Mais on a aussi le cas où l'organisation voudrait un modèle de compétences sur mesure. Ils sont partis de rien et donc là, on vient faire une évaluation, on vient faire un POC finalement, on vient prendre une partie de la population qu'on souhaite évaluer et cette population, on va finalement prendre les personnes qui sont en réussite sur un poste donné, les personnes qui sont plus en difficulté, on va faire de la fouille de données, on va regarder en fait les compétences qui ressortent de cette fouille de données et que les personnes qui sont en réussite vont partager. Voilà. Et de là, on va dire, ça, c'est une base de travail, de référentiel de compétences, des compétences qui permettent de penser que les collaborateurs, quand elles l'ont, vont réussir dans votre secteur, dans votre organisation. Donc là, ça fait la base et on continue la discussion et puis on fait ce référentiel. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop long, ce référentiel. Nous, on dit 10, 12 compétences. Quand il y en a 20, là, on commence à vouloir aller un petit peu évaluer le mouton à 5 pattes. Donc, on essaye quand même de recadrer afin que ça soit des compétences clés, parfois chez certains qui vont être en lien avec les valeurs organisationnelles. Donc, ça dépend des entreprises. Merci, Rosine. Alors, avant peut-être de conclure et de répondre aux questions qui sont arrivées dans le chat, est-ce que, voilà, pour terminer, est-ce que Aurélie et puis Rosine, vous avez un conseil aux recruteurs qui nous écoutent aujourd'hui? Aurélie. Ouais. Moi, mon conseil, c'est un peu le fil rouge là, de mes différentes interventions, c'est vraiment ne pas céder à l'urgence et en fait ne pas négliger l'aspect soft skills pour envisager l'intégration dans la durée. Et c'est vrai que voilà, quand on est dans un contexte comme le nôtre, pénurique, avec des enjeux de volume sur des bassins qui sont saturés, vraiment la tentation, c'est de céder à l'urgence, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Et moi, je vais rajouter le fait de s'outiller et de ne pas tout déléguer à maintenant des plateformes qui vont faire du tri de CV, de l'entretien en ligne, etc. Donc, garder ce côté humain sur lequel on va pouvoir objectiver des soft skills. Voilà. L'idée, c'est d'être bien outillé et d'avoir vraiment quelque chose, un process, savoir structurer ses pratiques RH et savoir quand on va rentrer en entretien pour tel ou tel poste, qu'est-ce que je cherche vraiment à aller objectiver comme soft skills. Il faut réfléchir à ça avant de rentrer en entretien. Si ça, c'est pas réfléchi, on va partir dans tous les sens. Donc, structurer ses pratiques et quand on est outillé, ça déroule. Ça devient très, très simple. Voilà. Super, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, on va passer aux questions. N'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat ou sur l'onglet questions. Alors, on a une question de Mathias, plus pour Aurélie. Quel impact avez-vous pu constater sur la tenue des postes, je pense, le taux de validation des périodes d'essai ou la performance des nouveaux arrivants? Alors, je n'ai pas forcément des chiffres très précis à vous communiquer sur le taux de validation des périodes d'essai. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez rare qu'elles soient rompues. Aujourd'hui, on a quand même un processus de recrutement qui est plutôt fiabilisé et qui fait que le taux d'échec est très bas. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que honnêtement, sur l'ensemble du groupe, sur les 1700 recrutements qu'on a fait l'an passé, on doit avoir une vingtaine de ruptures de période d'essai, ce qui est vraiment un taux très, très faible. Donc, on peut dire qu'on a un process robuste, fiabilisé. Après, sur la performance des personnes, je pense que le sujet des ruptures de période d'essai parle en soi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. On opère aussi ça peut être une donnée intéressante. Une fois par an, on interroge nos managers aussi sur leur satisfaction autour du recrutement. Est-ce qu'ils considèrent que finalement avoir fait le bon choix, est-ce qu'ils sont satisfaits du recrutement qu'ils ont fait? Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui est de l'ordre de 8,5 sur 10, ce qui est plutôt bon. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Évidemment, on a des plans d'action ci et là. Mais voilà ce que je peux vous en dire. Moi, si je peux répondre, alors c'est pas forcément cette fois-ci au travers d'Orano, ça va être d'une autre, mais que je ne vais pas citer ici. Ça va être sur un métier aussi qui va être pénurique, donc on va partir de la même problématique, un métier pénurique de technicien en fait, l'organisation souhaite recruter des techniciens, le profil est pénurique, donc fait appel à France Travail finalement pour trouver des techniciens qui ne sont pas techniciens, mais qui vont pouvoir faire une réorientation professionnelle et suivre une formation. Donc, l'organisation leur paye cette formation. Et en fait, ils se sont rendus compte que sur le terrain, ça se passait très bien. Lorsqu'il fallait retourner sur les bancs de l'école et retourner en tant qu'apprenant, c'était beaucoup plus complexe. Donc, on avait 37% de personnes qui arrêtaient cette formation, malgré le fait que ça avait été payé par l'organisation. Donc, on a objectivé avec France Travail ce recrutement-là. Pour rentrer en formation, il faut avoir un bon potentiel d'apprentissage. Donc, le potentiel d'apprentissage qu'on a mis en place, c'est est-ce que cette personne est motivée par l'apprentissage? Est-ce que cette personne va s'autonomiser dans l'apprentissage ou il faut vraiment être derrière, lui rappeler qu'il faut prendre en main tel ou tel contenu, etc. Donc, c'est vraiment la démarche d'accompagnement. Est-ce que cette personne va être constante dans l'apprentissage? Donc, constante, c'est est-ce que cette personne va être très impliquée au début et si finalement la formation, c'est 6 mois, ça va être beaucoup plus dur de la terminer. Et le dernier, c'est est-ce que j'ai un potentiel cognitif? Alors, chez nous, on évalue pour l'apprentissage 3 choses, la mémorisation, la logique et les capacités attentionnelles, que cette personne soit attentive à sa formation. Et donc là, on est tombé en dessous, là, on est juste en dessous des 8%, justement, parce que finalement, on a recruté les personnes qui avaient un beau potentiel d'apprentissage qu'on avait objectivé avec certains chiffres. Et donc là, on a 8% d'arrêt de cette formation, alors qu'on était à 37%. Donc ça, si on veut un chiffre, on a ce genre de chiffre. Merci, Rosine. Céline, donc c'est plus pour Aurélie aussi, qui demande quels sont les KPI que vous regardez en matière de recrutement. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les KPI liés au volume, à notre capacité à intégrer en volume.
Donc, on va être sur le taux de réalisation des plans de recrutement, sur les délais de recrutement entre le moment, alors vision candidat entre le moment où le candidat postule et le moment où on lui apporte une réponse, vision opérationnelle, c'est-à-dire entre le moment où le manager émet un besoin et le moment où il intègre la personne. On est vraiment beaucoup sur notre capacité j'allais dire, à délivrer. Parce que c'était aussi notre enjeu des dernières années, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On a eu besoin de réarmer l'organisation. Ma volonté, c'est dans les prochains mois, justement, d'être davantage sur des KPI qualitatifs. On parlait tout à l'heure des taux de validation des périodes d'essai. Je n'étais pas capable de vous donner un chiffre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place, mais c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Et puis, alors, la satisfaction des managers et enfin aussi la satisfaction des candidats. C'est quelque chose qu'on ne va pas mesurer aujourd'hui, y compris les candidats qui ne sont pas sélectionnés. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on réfléchit. Voilà. Merci, Ophélie. Rosine, peut-être plus pour toi, une question de Christelle qui nous dit que les outils, en tout cas les tests psychométriques, semblent davantage adaptés à des plus grandes structures avec plus de budget, donc il va y avoir des infos sur les tarifs. Non, alors c'est ce qui fait aussi la renommée de Performance, c'est qu'on met personne de côté, donc on accompagne aussi bien des très très grosses organisations que des indépendants. Voilà, donc on a des tarifs vraiment très adaptés à tous les besoins organisationnels en termes soit de volume que de solutions. Donc vraiment, ça peut commencer à quelques centaines d'euros pour un indépendant qui a quelques besoins annuels. Donc voilà. Il y a tous les tarifs possibles en fonction de ce qu'on souhaite faire. On pourra revenir vers vous, Christelle, pour mieux connaître vos besoins et vos enjeux et pouvoir vous apporter une réponse plus précise après le webinaire. On avait une question on a plusieurs questions. L'ouverture aux soft skills nécessite également une formation plus approfondie par la suite. Comment faire lorsque les moyens de formation sont limités? Alors, ça peut être pris en charge déjà par une OPCO. Voilà, c'est pas pris en charge par le CPF, mais ça peut être pris en charge par une OPCO. Aujourd'hui, une formation individuelle, on est entre 5 et 800 euros par personne et par formation. Un petit peu plus sur un outil comme Eco2, qui est un outil à large, enfin très généraliste, avec lequel on peut faire beaucoup plus de choses. On est plutôt sur 1 500 euros. Effectivement, ça a un coût. Après, c'est quelque chose qu'on peut vraiment valoriser. Bon, déjà, on peut avoir cette certification, la mettre en ligne sur LinkedIn. On peut aussi la mettre sur son CV. Avoir une certification sur la lecture d'un outil psychométrique, de savoir faire un entretien psychométrique, de débriefer des soft skills. Vraiment, c'est quelque chose dans une carrière, je pense, qui est vraiment à valoriser et qui servira toujours. Merci, Rosine. On avait une question de Charles-Henri, donc plus pour Aurélie, donc vraiment sur le début du processus de recrutement. Comment vous faites pour pouvoir les postes de la chasse, des annonces? Alors, nous, on fait assez peu appel à la chasse en réalité, ce qui peut paraître surprenant par rapport à tout ce que j'ai expliqué. Mais depuis plusieurs années maintenant, on a beaucoup investi le sujet de la diffusion des annonces, comme c'est indiqué dans la question. En effet, on travaille avec de nombreux job boards. Je pense qu'on diffuse aujourd'hui sur à peu près 70 plateformes environ. On a également énormément investi le sujet de la politique jeune. On accueille 1000 stagiaires et alternants chaque année. C'est considérable. Alors 1000, c'est à peu près 700 alternants, 300 stagiaires. Et sur ces 1000, si on regarde ceux qui sont en fin d'études, on en recrute quasiment 1 sur 2. En fait, notre stratégie, c'est de dire, puisque les compétences n'existent pas forcément sur le marché, ben on va se les créer, on va les former nous-mêmes. Donc ça, c'est notre politique jeune. L'autre volet de notre politique jeune, c'est qu'on a très largement investi aussi le sujet des relations écoles. On est quasiment à 300 événements par an auxquels on participe avec les écoles. C'est quasiment
un événement par jour travaillé. C'est vraiment considérable. Et dans ces événements, il y a aussi le fait de participer à la création de nouvelles filières ex nihilo. On a eu, par exemple, l'occasion de travailler sur la création de BTS pilotage des procédés avec les acteurs de l'éducation nationale. Donc ça, c'est un levier important. Et puis, peut-être dernier point, je parlais tout à l'heure du contexte dans le monde de l'industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, il est plutôt à la faveur des entreprises. Il y a beaucoup d'industries qui ne sont plus dans une logique de recrutement. Nous, on tire un peu notre épingle du jeu, puisque on n'hésite pas à aller chercher aussi des profils qui peuvent être concernés par des plans de départ volontaires, des ruptures conventionnelles collectives dans d'autres entreprises de l'industrie. Et à ce moment-là, on leur propose des formations pour nous rejoindre et parfois nucléariser, entre guillemets, leur profil lorsqu'ils prennent des emplois dits nucléaires chez nous. Merci Aurélie. On avait une question de Céline. Utilisez-vous des outils d'évaluation croisés? Alors peut-être, je ne sais pas si c'est des croisés, ce que vous entendez par croisés, peut-être comme des 360 Si c'est ça, on n'utilise pas 360 en recrutement. On peut avoir recours à ce type d'outils dans le cadre de programmes de développement des compétences, notamment sur des parcours managériaux sélectifs, mais en tout cas pas dans le processus de recrutement. Je serais Céline, voilà, je vous laisse nous préciser si c'est ça que vous entendiez par évaluation croisée. Il y avait également une question sur quelles initiatives sont prévues pour prolonger l'expérience candidat à l'expérience collaborateur, période d'essai et après. Alors, c'est un sujet sur lequel on a commencé à travailler assez récemment. Alors, première initiative, c'est celle du onboarding. On a investi dans différents outils qui nous permettent aujourd'hui de proposer un onboarding digitalisé et du funboarding aussi. C'est-à-dire qu'on va aller pousser de l'information aux candidats, aux futurs collaborateurs en réalité, avant son arrivée, pour qu'ils se sentent attendus, et puis qu'ils puissent commencer à s'acculturer avant son arrivée et puis dans les premiers jours. En complément de ça, on a aussi structuré nos sessions onboarding physiques. En fait, aujourd'hui, je crois que c'est à peu près tous les 2 mois ou une fois par trimestre, on a des grosses sessions de onboarding où on invite tous les nouveaux collaborateurs. Le PDG lui-même, systématiquement, participe à ces sessions. C'est sur une journée. Et à ce moment-là, il y a du fun, c'est-à-dire il y a des jeux qui sont organisés pour favoriser le team building. Et puis, il y a aussi tout un tas d'informations sur la politique de l'entreprise, sur la politique RH qui sont partagées. Et dernier point, fin de période d'essai, mais ça, je pense, c'est assez classique comme la plupart des entreprises. On a des entretiens structurés de fin de période d'essai qui sont en place et qui permettent de faire le point entre le collaborateur nouvellement intégré et puis son manager. Merci Aurélie. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, en tout cas, merci. On a répondu à toutes les questions, de toute façon, je crois. Donc, merci à vous, Aurélie et Rosine, pour vos apports et pour votre retour d'expérience très intéressant. Merci aux participants pour vos questions. Vous allez recevoir après le webinaire le replay pour ceux qui sont connectés en cours de route. Et puis, on vous invitera évidemment aussi à pouvoir tester la solution Eco2 dont parlait Aurélie tout à l'heure. Vous pourrez passer le questionnaire et puis comme ça, vous aurez votre propre bilan qu'on pourra vous débriefer avec un consultant performance pour que vous puissiez mieux voir de quoi on parle. Voilà. Aurélie, Rosine, merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir.